Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Blanchard, directeur d'opéra, aujourd'hui dans les énigmes partagées d'Agalma. Et la première question peut-être qui vient à l'esprit, c'est comment on devient directeur d'opéra? Est-ce que c'est le souhait de créer quelque chose à partir d'œuvres et de mettre ensemble des acteurs? Enfin, quel est le moteur, quelle est la pulsion pour utiliser le terme psychanalytique? Alors, si vous me permettez, je décomposerai la question en disant comment devient-on directeur d'opéra? Alors ça, je pense qu'il y a autant d'histoire que de directeur. Dans mon cas, pardon de parler de moi, mais c'est le fruit du hasard total, complet, la providence, on peut dire la providence peut-être, puisque j'étais grand amateur de musique et d'opéra, ça c'est vrai, mais que je me destinais plutôt à une carrière dans l'édition de livres, ce qui n'a pas grand rapport. Peut-être qu'on pourrait dire, on devient directeur d'opéra par des chemins difficiles à suivre. Après, pourquoi reste-t-on directeur d'opéra? Et d'une certaine manière, si ce métier attire des gens d'horizons très divers, c'est parce que il me semble qu'il nécessite un certain nombre de qualités, sans doute, qui sont des qualités tellement diverses qu'il est difficile de les enseigner dans un cursus universitaire ou académique. Nous sommes, je ne voudrais pas que ça paraisse une coquetterie, mais quand même, nous avons à voir avec le monde des saltimbanques. Et je dis ça avec grand respect. Même si, évidemment, on sent une évolution aujourd'hui pour essayer de canaliser un peu tout ça et faire de nous de grands administrateurs. Nous ne sommes pas, me semble-t-il, si on fait ce métier correctement, nous ne sommes pas de grands administrateurs, mais nous sommes à l'écoute des saltimbanques. Et donc, le plaisir, pour répondre à cela, il est multiple. Il est certainement de voir des œuvres parfois, ou en tous les cas des interprétations, naître sous nos yeux, de mettre en relation les artistes et l'auditoire. Et ça, je pense, et plus je avançais dans cette profession, plus la plus grande satisfaction se trouvait là. Et puis, il y a celle immense du travail collectif. Alors, vous me direz, fabriquer des pieds de caméra, d'une certaine façon, c'est un travail collectif aussi. Hein. Je dirais simplement que à l'opéra, comme certainement au théâtre, même s'il y a moins de disciplines qui sont convoquées, les collectifs, justement, l'aspect collectif de l'interpénétration des responsabilités de chacun est peut-être un peu plus grande que dans une fabrication de pieds à caméra. Oui, et puis on peut dire qu'il y a le spectateur, parce que finalement, il joue aussi un rôle actif dans la fabrication du spectacle. Enfin, c'est une question qui est assez Je me souviens d'une phrase de Valéry qui disait « Chacun entend la même chose, mais de manière totalement différente et unique ». Donc finalement, il y a une multiplicité de singularités rassemblés autour d'un même objet, mais qui est différent pour chacun et en même temps recréé synchroniquement pour tous, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est-à-dire que le spectateur me semble avoir un rôle actif dans l'opéra et pas seulement un rôle passif. Il a certainement un rôle actif que les artistes d'ailleurs ressentent très fortement. J'ai 1000 anecdotes de ce genre, d'un chef d'orchestre ou d'un chanteur qui, selon des énergies difficilement mesurables, difficilement analysables, a néanmoins témoigne qu'il a pu un petit peu modifier son interprétation, adapter son travail justement à ce qu'il ressent du public. Je dis bien du public, donc d'une énergie collective. Hein. Évidemment, et je ne crois pas qu'on puisse ressentir la singularité des 1000 spectateurs ou des 500 spectateurs qui composent la salle.
Mais cette question de savoir si le public a un rôle actif, outre celui d'être, disons, d'émettre un certain nombre de vibrations selon ses dispositions et la manière dont il adapte ses propres dispositions aux dispositions du voisin. Le fameux phénomène du premier qui applaudit et qui entraîne avec lui d'autres spectateurs qui veulent manifester leur satisfaction, ou le rire. On sait bien que le rire dans une salle, c'est vrai dans une salle de cinéma, c'est vrai dans une salle d'opéra, parce qu'on peut rire à l'opéra, et bien c'est un déclenchement, comme ça marche par contagion. Hein. Et au fond, peut-être même, les larmes marchent aussi par contagion. On s'en rend moins compte, mais sans doute. Et donc, j'ai totalement perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bon, je pense que c'est pas... Mais ce lien avec le public, parce qu'en fait, on pourrait dire c'est aussi un maniement d'une temporalité. Au fond, il y a une chose qui nous a beaucoup intéressés, puisque le but, c'est les énigmes partagées, qui est les phénomènes de synchronie, c'est-à-dire des temporalités différentes, avec des diachronies d'inscriptions, d'histoires, de traces et de choses qui, tout à coup, se trouvent mobilisées par une expérience de vie, expérience émotionnelle, et puis de manière synchronique, dans l'instant, quoi, sont recréés différemment. C'est pour ça que j'imaginais quand la voix, la musique, la mise en scène, le côté dramatique, la salle. Bon, j'ai pris en premier le rôle du spectateur. C'est peut-être le truc le plus bizarre. Je comprends que vous perdiez le fil, mais comme je me mettais du côté des spectateurs, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de chanter sur une scène d'opéra, mais c'est-à-dire que là, il y a une recomposition, un rapport à une certaine temporalité qui est impressionnante, plus particulièrement à l'opéra que n'importe où ailleurs. Plus particulièrement à l'opéra, parce qu'on y est convoqué pour un rendez-vous souvent plus long qu'au théâtre. Pourquoi plus important à l'opéra? Je me demande, c'est pour ça que je vous pose aussi la question. Je me dis, bon, est-ce que c'est le fait qu'il y a une dimension qui résiste au sens, quoi? Parce que la musique, elle a énormément de sens. On peut lui donner un sens, mais en même temps, elle n'est pas interprétable. Enfin, elle est interprétée, puisqu'il y a des interprètes, on dit d'ailleurs des interprètes, il y a les chefs d'orchestre, hein, on interprète, mais on la met en jeu dans un rapport à une temporalité qui est pour moi assez mystérieuse et qui, au fond, fait une métamorphose énorme de l'œuvre, enfin, y compris de l'œuvre théâtrale. Il y a une nécessité de chacun des protagonistes, enfin du chef d'orchestre, du metteur en scène, des chanteurs, du livret. Enfin voilà, je sais pas à moi de faire l'inventaire, mais qui au fond permettent une expérience temporelle qui se joue pour chacun dans une synchronie assez mystérieuse, qui est comme au fond une réinterprétation. Avec Pierre Magistretti, on a fait des leçons d'écoute, c'est-à-dire en prenant une cantatrice avec au fond, qui interprétait de différentes manières, et on écoutait la façon dont les gens lisaient ce qui avait été chanté, quoi. Donc c'est peut-être de là que vient cette interrogation, c'est-à-dire ce phénomène de temporalité et de récréation synchronique dans l'instant, quelque chose de complètement inconnu pour chacun, y compris pour les interprètes, voire même le chef d'orchestre, peut-être le directeur d'opéra aussi. Non, bien sûr, vous avez certainement raison, mais ce qui est peut-être le cœur de l'interrogation, c'est que ces attentes, parlons d'attentes, disons, de ceux qui sont des récepteurs, parlons d'attentes et de récepteurs. Si vous voulez bien, on va parler du public comme des récepteurs. Ils sont, comme vous le décrivez, dans des attentes extrêmement diverses. Extrêmement diverses. Cette salle, elle va être par définition composée d'un public peu formé et simplement curieux de voir ce que c'est que cette expression bizarre de l'opéra où on chante plutôt que de parler, d'un public venant pour se distraire, entre guillemets,
c'est-à-dire s'échapper d'une réalité X ou Y, d'un public cherchant des émotions, un certain type d'émotion, qui n'est pas celle qu'on peut rencontrer à travers un texte dit, ou à travers un texte lu, ou à travers un film de cinéma, une autre nature, d'un public amateur, mais amateur, je dirais, amateur mais pas spécialiste. Mais déjà avec un certain nombre de critères de jugement qui sont une grille de jugement qui est déjà assez formée avant qu'ils ne découvrent le spectacle. Et puis, alors là, l'opéra, c'est une catégorie relativement importante, un public dit de spécialistes. Et puis parmi les spécialistes, certains seront des spécialistes du compositeur, et puis alors vous aurez les spécialistes de la voix. Hein, là, vous voyez, mais ils ne sont pas 2 ou 3, ils forment véritablement une petite équipe dans la salle. Et alors, parmi les spécialistes de la voix, vous aurez ceux qui sont des spécialistes, disons, de la technique vocale, et qui donc seront à l'affût du coma là qui traîne et qui fait que la note n'est pas tout à fait juste. Je ne caricature pas, hein, je crois, et après on verra. Ça fait aussi partie de la tauromachie opératique, cette histoire-là. Et puis, il y a de ça. Hein, on vient entendre pour certains la soprane se casser la figure sur son contrefa. Il y a un peu de jouissance. À la fois, il y a une grande jouissance à la voir réussir son contrefa et un peu de jouissance à la voir le rater. C'est une manière d'engranger la jouissance qui sera encore supérieure quand on entendra la prochaine le réussir. Enfin, voilà. Alors, toutes ces catégories que je viens de décrire, sûrement trop brièvement, trop succinctement, in fine, ça forme l'auditoire. Peut-être dans l'enthousiasme final, s'il y a un enthousiasme final, ou dans la grande émotion qui est traversée par le public, il y a quelque chose qui réunit tous ces gens qui ont des attentes tellement différentes. Mais voilà. Tellement différentes. Et ça, c'est quand même mystérieux. Si on prend une grande distance et qu'on n'entre pas dans la discussion de quel metteur en scène, quel chef d'orchestre, quelle œuvre. Les spécialistes du metteur en scène, vous avez raison. Mais c'est très mystérieux que tout à coup ça tienne ensemble. Je me souviens que dans les premiers échanges qu'on a eus avec Pierre Magistretti sur neurosciences et psychanalyse, il y avait une question que j'avais posée à Pierre, parce qu'on dit la plasticité neuronale, c'est le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Alors j'avais demandé à Pierre, c'est quoi une expérience? Parce que comme Pierre est un neuroscientifique, mais était aussi, ou est toujours, enfin, physiologiste. On voit bien les expériences du physiologiste avec la stimulation, et puis il fait une stimulation, et puis ensuite une réaction. Et là, bon, l'expérience psychanalytique, quoi, elle est globale, quoi. Elle est absolument impossible à définir. Mais elle est rien du tout à côté de l'expérience de la scène, de la salle d'opéra, quoi, qui rassemble une complexité de choses qui tout à coup se mettent ensemble dans une synchronie, quoi, dans un temps T0, quoi, où tout ça s'articule de façon assez mystérieuse finalement, pour constituer une expérience. Mais pour revenir à votre première question, au fond, est-ce qu'on peut dire que le public est acteur, au fond, d'une certaine manière? Voilà, c'est comme ça que je suis parti. C'est finalement, c'est de dire, c'est le public qui fait consister l'ensemble. On imagine bien qu'un artiste, qu'il soit chanteur, chef d'orchestre, metteur en scène, enfin un artiste interprète, qui est là pour rendre compte d'une certaine manière ou transmettre une œuvre donnée, ne peut pas jouer avec toutes ces sensibilités tellement différentes ou ces attentes tellement différentes qu'on vient de décrire. Mais je crois quand même, ça c'est mon expérience, au fond, sans trop, enfin si en schématisant, il y a des artistes, et c'est des discussions qu'on a eues souvent, que moi j'ai eues souvent avec des metteurs en scène en particulier, il y a des artistes qui pensent que au fond, le point de vue qu'ils vont avoir sur l'œuvre est un point de vue universel, entre guillemets,
et que s'adressant au public de Genève, dans la diversité qu'on vient de décrire, mais qui est le public de Genève, ou au public de Chicago, ou au public de Shanghai, peu importe, le discours, je dirais, sera le même. Et vous avez, à contrario, un certain nombre d'artistes-interprètes qui pensent que les codes que nous allons utiliser, je dis bien à travers l'interprétation, on joue les noces de Figaro, hein, mais les codes qui sont à disposition et que l'on va devoir utiliser peuvent être reçus par tel récepteur, le récepteur genevois, et peuvent véritablement échouer face à un récepteur chinois. C'est des discussions que j'ai eues parfois très vives avec les metteurs en scène en particulier, pas les chefs d'orchestre, pas les instrumentistes, et finalement pas les chanteurs. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'au fond, c'est tout d'un coup l'idée qu'il y a une partie du sens qui voilà, peut varier, peut s'adapter, et un sens autre, qui est le sens musical, qui lui, par nature, serait plus universel. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs tout à fait juste, mais en tous les cas, c'est comme ça que me semble on peut interpréter ces attitudes tellement différentes. Mais est-ce que ce serait que le sens musical est plus universel ou que le fait musical résiste au sens? Enfin, parce que finalement, le metteur en scène a une opération de significantisation, quoi. Il met en scène, il crée des significations, quoi. Enfin, la musique aussi, enfin, c'est absurde ce que je dis, parce que du point de vue émotionnel, voilà, enfin, on imagine bien qu'elle est aussi un vecteur. Le metteur... Oui, pardon. Non, allez-y, je t'en prie. Non, mais le metteur en scène a à faire forcément avec le discours, au fond. Hein. D'ailleurs, souvent, il se raccroche à ça. Le metteur en scène se raccroche au verbe, il se raccroche au livret, il se raccroche à l'action dramatique. Quand il est un grand metteur en scène, il sait que c'est juste qu'une partie de l'affaire à l'opéra. Hein. Et donc, il joue aussi avec ce qu'on appelle la sensibilité musicale. Là, je parle des grands metteurs en scène, ils sont rares. Mais beaucoup qui sont braves, je veux dire, qui ont envie de bien faire, s'arc-boutent au livret parce qu'il s'agit du mot, il s'agit de ce qu'ils savent organiser, manipuler et transmettre. Mais il est vrai que si demain on s'adresse à un public exotique, à l'opéra en tous les cas, occidental, je parlais de ce public chinois qui aime tant l'opéra, ou du public japonais. C'est toujours fascinant de voir ces salles de japonais tellement enthousiastes devant l'opéra occidental. Tellement enthousiastes. Phénomène incroyable. C'est vrai que tout d'un coup, le chef d'orchestre dirigeant les Noces de Figaro devant un public japonais ne va pas se mettre à adapter ses tempi à ce public japonais. Il va avoir comme ça une espèce de respiration de l'œuvre qui lui est propre et qui sera la respiration qu'il essaiera de faire partager au public partout dans le monde. De la même manière, une chanteuse tout à fait virtuose ne va pas tout d'un coup se mettre à tout transposer 2 tons plus haut parce qu'on sait que l'oreille japonaise est tellement sensible aux très hautes fréquences. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Non, mais c'est... Voilà. Mais moi, je me posais une question par rapport à, justement, en contrastant peut-être ce qui est de l'ordre du visuel, ce qui est de l'ordre de l'auditif. Là, je fais un peu de neurophysiologie, dans le sens que le metteur en scène, les lumières, enfin, comme le staging, comment tout ça est mis en place, et le décor, selon le style d'ailleurs, laisse assez peu de marge à l'interprétation du spectateur, dans le sens que
bon, il y a des mises en scène très dépouillées, et là, on peut s'imaginer, enfin, énormément, enfin, chacun vivra et verra ce qui se passe sur la scène à sa manière, si il n'est pas trop guidé. Moi, j'ai en tête, par exemple, pour prendre l'opposé, l'Aïda de Zeffirelli, où il n'y a pas 1 millimètre carré de libre sur scène. Je veux dire, vous êtes en Égypte de 1500 ans avant Jésus-Christ, puis il y a d'autres mises en scène, je ne sais plus, on avait vu le Chéreau, voilà, où il n'y a presque rien sur scène, et puis c'est la maison des morts, voilà, et il n'y a rien pratiquement sur scène, quelques draps, et puis là, vous vous imaginez tout. Alors ça, c'est Peter Brook, dont je envoie. Oui, et puis de l'autre côté, par contre, alors, la musique, alors c'est là où je me pose la question, simplement, est-ce que du côté de la musique et de l'interprétation musicale, il y a aussi cet encombrement ou ce trop, ou peut-être pas trop, mais cette directionnalité par rapport à, disons, laisser aussi quelque chose de dépouillé et libre. Et je me posais la question du visuel par rapport à l'auditif, dans la place qu'il laisse justement à l'individu de devenir un acteur. Parce que si vous surchargez, vous expliquez tout, vous montrez tout, bon, il n'y aura pas beaucoup de place pour le spectateur, l'auditeur, le récepteur, pour faire vibrer sa propre expérience par rapport à ça. Par contre, c'est peut-être pour ça que, en tout cas dans notre société actuelle, des metteurs en scène comme Chéreau étaient très appréciés, peut-être parce qu'ils laissent plus de liberté. Le spectateur, l'auditeur, le récepteur devient aussi un peu un acteur. Alors je ne sais pas s'il y a cet aspect-là. C'est vrai qu'évidemment la musique, elle est notée, c'est-à-dire que oui, voilà. Là, il y a objectivement l'œuvre est là et elle est même très précisément notée. Oui. Hein, mais malgré ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression au quart de ton près, oui. des cas assez rares, mais au quart de ton près, on peut aller jusque-là, en tous les cas sous nos climats, et à la triple croche ou à la quadruple croche. Hein, donc, c'est la partition. Par rapport à cette partition, au fond, les interprètes de la musique, les musiciens, ont cette l'attitude qui nous paraît toute petite. Au fond, on se dit, mais c'est tellement précis une partition qu'il ne devrait pas y avoir tellement de différences selon les interprètes. Et on s'aperçoit néanmoins qu'il y a des différences considérables. C'est dire, au fond, la finesse de tout ce qui se passe et la richesse de tout ce qui se passe et qui va au-delà de ce système de notation déjà tellement précis et tellement complet. À l'inverse, évidemment, tout l'espace, disons, de la scène, que ce soit effectivement l'image, que ce soit l'occupation de l'espace, que ce soit le rapport physique entre les protagonistes, est laissé à l'entière liberté du metteur en scène et de son décorateur. On peut décider de faire Aïda de manière très surchargée, comme vous l'avez cité, en pensant à la mise en scène de Zeffirelli, ou sur un plateau nu. Et si on a du talent, 3 accessoires, et on dit tout. On dit le Nil, on dit les pyramides, on dit les défaites. Voilà. Alors, au fond, est-ce que le spectateur, joue un rôle plus actif s'il a à décrypter d'une certaine manière le trop-plein et de faire le ménage dans ce trop-plein, ou si au contraire il a à occuper le vide? Mon sentiment, c'est peut-être que ça ne se passe pas tant là, entre le trop-plein et le vide de l'espace, que véritablement dans ce qu'il va décrypter des rapports physiques, dans ce qu'il va décrypter des tensions entre les êtres qui sont mis en scène. Je crois d'ailleurs que c'est ça le travail principal du metteur en scène. Et je ne suis pas sûr qu'on laisse grande place à l'imagination ou qu'on souhaite laisser grande place à l'imagination du spectateur.
je pense qu'on est plutôt dans ce souci de trouver les moyens de parler le plus directement à ce qu'on va appeler sa sensibilité. Ça veut dire que le metteur en scène, il est aussi metteur en scène de la voix. Enfin, quelle est sa place par rapport au chef d'orchestre? C'est-à-dire, parce que au fond, si on imagine de faire cette expérience qui rassemble cette diversité effrayante, enfin, que vous avez décrite, enfin, c'est l'angoisse absolue d'être directeur d'opéra, parce que de mettre tout ça ensemble dans un même bâtiment, hein, c'est une expérience par définition impossible. Donc en fait, puis elle devient possible. Ça, alors, si chacun y va de son côté, que le metteur en scène crée des signes théâtraux, des images théâtrales, l'autre articule la musique au plus près de la partition, les chanteurs essayent de respecter quelque chose, on voit que c'est complètement morcelé. Donc je me demandais quel était le rôle finalement du metteur en scène par rapport à la musique. C'est très très intéressant de voir, d'entendre des chanteurs qui, dans le travail de répétition, vont nous faire part du confort ou de la liberté qu'ils ont pu trouver, parfois avec le chef d'orchestre, parfois avec le metteur en scène, dans des moments miraculeux, avec les deux. Je veux dire par là que le chef d'orchestre a, en tous les cas, dans les mains, si je puis dire, la capacité, la possibilité de permettre aux chanteurs de chanter mieux ou plus sincèrement, ou d'être dans des résonances qui sont véritablement profondes et justes par rapport à leur... Mais le metteur en scène aussi a cette capacité, par des chemins qui sont donc complètement différents. Et j'en reviens à cette idée de l'espace physique et de la relation avec l'autre, de ce jeu des relations entre les corps. C'est-à-dire que tout d'un coup, un geste peut être si juste par rapport à l'intention profonde qui est à la fois dans la musique, dans le texte parfois, dans le mot qui est chanté et dans la situation gestuelle qu'on va proposer aux chanteurs. Et on entend des chanteurs dire avec, ne citons pas, mais avec tel metteur en scène, c'est incroyable, je n'arriverai pas à chanter ce rôle avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu ça plusieurs fois. Ce n'était pas des vains compliments de flatterie. Je pense en particulier à une artiste qui chantait Carmen, était un peu au début de sa carrière, et elle a dit ça a été un enfer parce que elle a beaucoup chanté ce rôle au fond, et puis elle a accepté de le chanter parce que c'est la carrière. Elle dit mais c'est affreux parce que au fond j'ai dans mon corps les vibrations que il s'agissait de Gomez m'a permis de trouver. Et je vis avec ce souvenir dans toutes les mises en scène que j'ai vécu avec ce souvenir dans toutes les mises en scène que j'ai faites après. Et alors, pas à contrario, mais de manière complémentaire, vous avez aussi des chanteurs qui trouvent une respiration si juste avec tel chef, qui vont avoir beaucoup de mal avec des chefs qui auront d'autres respirations. Alors voilà notre métier qui est très agréable, hein, vous le décriviez comme une chose difficile, mais c'est surtout beaucoup de plaisir. Non mais c'est vrai, l'idéal c'est ça, c'est de réussir à ce que ce qu'apporte le chef et ce qu'apporte le metteur en scène puisse être à la fois complémentaire et un enrichissement mutuel, ça c'est le miracle. Vous avez utilisé un terme très intéressant par rapport à des questionnements qu'on a à Galma dans des projets de recherche. Vous avez parlé, je crois, de moments miraculeux, enfin, un moment miraculeux. Quelque chose se passe où il y a un flux, il y a une énergie, il y a une synchronie. Et en fait, on essaye on a des expériences en cours avec des neurobiologistes et des musiciens qui improvisent, en fait, et qui
et qui recherche ce moment. Enfin, il doit venir spontanément, on ne peut pas le chercher activement, mais qui en laissant aller d'une certaine manière, enfin, je ne sais pas, je peux pas décrire, mais enfin, qui trouve ces moments. Et puis voilà, on essaie de faire des corrélations avec des activités cérébrales particulières. Mais bon, ça, c'est juste pour parler de ce projet brièvement. Mais vous, justement, du point de vue de ce moment magique, donc ça veut dire que et comment ils le décrivent, comment ils le vivent, ou le chef d'orchestre, ou les musiciens, ou c'est surtout les chanteurs, j'imagine. Comment il émerge? Est-ce que c'est aussi justement quelque chose de presque impossible à définir? Ou est-ce qu'il y a des conditions qui le facilitent? Et on peut se demander d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a certainement des conditions qui essaient de le faciliter. Ça, on y reviendra si vous voulez après. Oui. Mais au fond, c'est évoqué de manière assez différente à travers mon expérience, selon qu'il s'agit d'un chef qui d'ailleurs, lui tout seul, ne peut rien faire. Hein. Il y a ça aussi dont on peut parler. Le chef, il est là avec ses musiciens, il est là avec son collectif. Et au fond, le chef sait quand ça a été très bon. Hein, il en est parfaitement, enfin oui, généralement très très conscient. Quand ça a été miraculeux, car ça arrive là aussi, je crois que c'est souvent quand même le miracle et la représentation entière. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose d'une telle justesse dans la construction, maintien de la ligne, de l'œuvre, justement dans les contrastes, etc. Et c'est une vision toujours de la représentation dans son entier. Le chanteur, en général, se sent miraculeux à tel ou tel moment de l'ouvrage. Un air qui a été particulièrement bien chanté. Mais en disant un air, je ne voudrais pas qu'on imagine que c'est simplement la virtuosité. Je trouve que c'est très très limitatif, la virtuosité. Mais tout d'un coup, précisément, ce que la virtuosité a permis de faire passer comme vibration tellement essentielle et juste. Je me souviens, c'est un exemple extrême, exprès, une chanteuse qui chantait le deuxième air de l'air de la nuit dans la flûte enchantée. Et elle sort de scène et elle dit « Si j'avais pu les faire pleurer ce soir ». Et c'est un air bouleversant, mais ce n'est pas un air qui normalement tient les larmes. Et c'est vrai qu'il se passait quelque chose de magnifique. Et un peu du même ordre. Et je prends exprès des choses qui sont totalement virtuoses et qu'on imagine tout à fait vides, justement, d'une grande émotion, enfin d'une émotion véritablement existentielle. L'air de Zerbinette d'Ariane Anaxos, chanté par Nathalie Dessay, c'était à Salzbourg. Et cet air, nous étions les larmes aux yeux. Et je vous promets que ça ne m'était jamais arrivé avant, et je pense que la plupart des gens dans la scène, ça ne leur était pas arrivé. Parce qu'il se passait tout d'un coup un éclairage sur cette fameuse virtuosité, qui n'était pas le goût de l'exercice, le goût de la rareté de pouvoir faire, de l'exploit, mais qui était justement la vacuité de cette virtuosité. Cette virtuosité était là pour dire le vide. Alors comment ça se fait? Comment une chanteuse peut... Moi, je ne suis pas capable de vous dire... Attendez, il faut que je comprenne bien. Vous dites la virtuosité arrive à saisir le vide. Oui, je crois. Oui. Et c'est ça qui fait l'effet. Et c'est ça l'émotion. Et au contraire de tout remplir, quoi. Oui. C'est une extraction. Oui, il me semble. Mais ça, c'est en tous les cas ce que Nathalie Dessay avait ressenti, avait réussi à intellectualiser a posteriori. C'est comme ça que j'analyse l'émotion très partagée du public sur un air qui, en général, ne suscite pas ce type d'émotion. Le vide est localisé. Hein. C'est étonnant parce que... Puisqu'on fait les énigmes partagées entre directeur d'opéra, neurosciences, psychanalyste, je fais un petit moment de psychanalyste. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, avec Lacan, il a fait de la voix un objet de la pulsion. Hein. Aux objets freudiens, il a rajouté la voix et le regard, qui sont finalement
vraiment très présent dans l'opéra, quoi. Et la voix, il en fait un objet de la pulsion, avec l'idée que finalement c'est un objet perdu, c'est un objet inatteignable, qu'à travers la musique, à travers le chant, on essaye de capter un objet inatteignable, mais en fait qui est une place vide. C'est-à-dire que il distingue l'objet de la pulsion qu'il appelle invocante, qui est la voix, et puis la pulsion, il l'appelle justement, voilà, qui fait le tour de ce vide, de quelque chose qui est à la recherche de la voix perdue, quoi, d'une expérience inatteignable, mais qui est quand même atteinte dans des moments très étranges. C'est pour ça que ça me frappe que vous mettiez ça sous le signe du vide, de créer un vide, quoi. Oui, oui, ou oui. Allez-y, reprenez, parce que peut-être mes mots, ça veut dire parce que ça, c'est une grande surprise dans l'entretien, parce on peut voir l'opéra comme une espèce de construction qui ajoute la partition, l'orchestre, la fosse, le salle, les chanteurs, les virtuoses, les comédiens, tout. Voilà. Complexe. Une œuvre complexe qui est incroyablement pleine, quoi, de parties qui doivent tenir ensemble. Alors que là, vous faites propos qui renverse complètement les choses en disant, en fait, c'est mettre tout ça ensemble pour faire l'expérience d'un vide. Oui, c'est bien mettre ces choses-là ensemble. Je veux dire, c'est l'idée du... En fait, si c'est juste l'idée du vide, ce que je crois, oui, ce que j'ai ressenti encore une fois dans cette expérience très particulière de cette ère de Zervinath, ce sentiment-là n'a pu intervenir précisément que parce qu'il était, je dirais, l'harmonique, pour prendre l'harmonique de ce trop-plein que vous décriviez. C'est-à-dire que c'est précisément le trop-plein de virtuosité, la trop grande exigence, et toute cette musique qui va produire l'idée du désespoir du personnage qui est en train de chanter cette air. Mais ce vide-là, il a bien besoin du trop-plein, si on veut prendre ces vocables qui sont... C'est ça, c'est une opération de soustraction. Enfin, sans le trop-plein, sans la chose qu'il porte, l'opération n'a pas lieu, quoi. L'opération... Elle n'aurait pas lieu, oui, puisque c'est fabriqué par du trop-plein, d'une certaine façon. Pauvre Strauss, il ne serait pas très content de nous entendre parler du trop-plein de son œuvre. Mais bon. Non, je parlais pas, le vide. Je ne parlais pas du trop-plein dans la musique, parce que bon, mais dans finalement, l'entreprise opératique. Oui, parce que dans sa globalité, du côté spectacle total. Je ne parle pas de la musique qui, travaille pas de cette manière-là, mais d'ajouter tous ces types de représentations. C'est très étonnant de dire que le résultat de l'opération, c'est créer une émotion exquise, extraordinaire, par soustraction. Mais ce qui reste une énigme, de nouveau, si on se place d'un côté neurophysiologique, c'est de se dire qu'il y a quelque chose de particulier dans la voix, dans la capacité à faire... à jouer dans le corps de celui qui écoute. Je veux dire, c'est physique. À certains moments, ça peut se manifester avec les larmes, même jusque-là, mais disons, je pense, je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même, par rapport à de la musique seule, est-ce que ça doit être beaucoup plus rare de ressentir des émotions très très fortes avec de la musique seule par rapport à ce que vient rajouter la voix, ou soustraire peut-être, j'en sais rien, mais enfin, à déclencher quelque chose de très fort. Il y a des moments musicaux, musicaux, mais disons, déclenchés par la voix, qui me semblent sont uniques à la voix. Il y a quelque chose de unique dans la voix, dans la manière dont elle met en résonance le corps de celui qui écoute. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les chanteurs vous disent ou pensent, ou comment vous le voyez. Il me semble que dans la voix, au fond, il y a une différence immense pour beaucoup d'auditeurs, c'est que la voix est un instrument unanimement partagé. Oui.
Mais ça joue beaucoup. Oui. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas chanter La Reine de la Nuit, non, ça c'est bien sûr, mais on a tous. C'est un instrument dont on use, voilà, comme on peut, mais dont on use tous. Donc en ça fait partie de nous. Il y a des gens qui jouent du violon, mais pas tout le monde joue du violon. Voilà. Et je cite ça parce que justement, et avec le violon tout particulièrement, j'ai été frappé de voir parfois des violonistes, entre une fois, c'est une anecdote qui me revient, un violoniste qui assistait au concert d'un de ses collègues, qui va après le féliciter. Je suis dans la loge à ce moment-là. Et il lui dit oui, c'était magnifique, tu étais grandiose, bon, ce qu'on dit toujours. Et après 2-3 comme ça formules aimables, et il lui dit mais tu sais, c'est incroyable parce que au fond, ce son-là, ce soir, je ne te l'avais jamais entendu, ce qui aurait pu être pris pour quelque chose de désagréable. Et pas du tout. Et je crois qu'on était un peu dans cet ordre-là. C'est-à-dire que sa voix violonistique, l'autre virtuose savait de quoi il parlait. C'était aussi son instrument, c'était aussi son corps, au fond. C'était aussi une partie de son corps. Ce qu'un amateur n'aurait jamais dit. Intéressant. Mais ça, c'est... Oui. Si on se dit, bon, c'est qu'il y a une dimension d'aller chercher un objet inatteignable, perdu. D'ailleurs, Pascal Quignard, il a des mots comme ça sur la voix. Mais si on le met du côté de la pulsion, enfin, il y a l'idée que la pulsion doit se boucler pour se lier à l'autre. Et en fait, on pourrait dire entendre, être entendu et se faire entendre. Et que finalement, le fait de se faire entendre est beaucoup plus difficile à atteindre, fragile, inattendu, de toute façon, parce qu'on peut... C'est une dimension où c'est accroché à l'autre, accroché dans une temporalité. Enfin, je trouve que l'anecdote de dire... Comment est-ce qu'il a dit? Je t'ai jamais entendu... je ne t'ai jamais entendu ce son-là. Ce son-là. Montre bien ce mystère de quelque chose qui s'est bouclé là, même si avant il était peut-être tout aussi parfait dans la production d'entendre et d'être entendu, et il ne s'était pas fait entendre. Certainement le même instrument, c'était le même archet, c'était le même exactitude musicale. Mais donc ça peut se passer beaucoup plus avec la voix qu'avec un instrument, sauf dans ce cas particulier de deux... Mais peut-être pas, parce qu'on peut... Enfin, je pourrais se dire peut-être pas, parce que peut-être c'est la voix dans la musique. Parce que finalement, cette chose inatteignable qu'il faut arriver à capter, qui est au cœur du mystère de la musique, c'est autant avec la voix qu'avec un instrument, mais peut-être la voix porte mieux la façon de le penser qu'autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que le violoniste, il va aussi capter la voix dans la musique, quoi. Peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire se faire entendre, qui n'est pas qu'une vibration de cordes, qu'un phénomène d'air, un truc physique, quoi. C'est que là, c'est arrimé à l'autre dans quelque chose qui se boucle. Hein, et que alors finalement, tu penses que ce que tu dis, c'est ça qui est unique à la voix par rapport à l'instrument ou pas? Parce que moi, ce que je comprends de ce que Jean-Marie dit, c'est qu'en fait, la voix, comme elle est partagée, on peut peut-être boucler, comme tu le dis, on peut s'accrocher à l'autre beaucoup plus que à quelque chose qu'on ne sait pas faire, enfin qu'on ne partage pas, je ne sais pas. Bon, moi je dirais que ça a à voir avec le bouclage de la pulsion. Oui. Enfin, ça fait un peu slogan de dire ça comme ça, un peu psychanalyse qui la ramène. Mais je trouve que là, on est dans un petit moment d'exploration. C'est-à-dire, on peut dire la même chose sur le regard. Pour que le regard fonctionne, même entre deux êtres, même par rapport à un tableau, il faut qu'il y ait quelque chose qui capte ce regard. Et puis que quelque chose se ferme. Parce qu'autrement, c'est une pure expérience perceptive, quoi. C'est pour ça, finalement, c'est beau, c'est parfait, tout est comme on imaginait que ça devait être, mais ça ne s'est pas passé. Donc finalement, c'est plus ce côté bouclage autour d'un objet pulsionnel et qui est tellement important dans la clinique. Il y a les objets psychanalytiques classiques, voilà,
la nourriture, le sein, enfin les fesses, enfin voilà, on connaît, l'oral, l'anal. D'avoir ajouté avec Lacan le regard et la voix, c'est très subtil, parce que c'est toute une clinique qui met en jeu ça, l'autisme, qui a impossibilité de regarder, ou bien la persécution paranoïaque, enfin, il y a tout un jeu d'entendre des voix. Hein, qui fait que finalement le regard et la voix, c'est les objets pulsionnels majeurs traités par l'opéra et mis ensemble par le directeur d'opéra, quoi. Enfin, qui doit permettre que ce bouclage ait lieu. En fait, on arrive, comme toujours, de manière inattendue et très rapide à la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire final oui. pour vous, Jean-Marie. La fin, mais non, mais ce moment a passé beaucoup trop vite, pour se dire. Non, je ne sais pas si on peut conclure cette sympathique conversation, parfois un peu décousue, je dois dire. C'est un peu l'idée d'explorer, c'est une expérience. Mais ce que je crois, au fond, c'est l'inépuisable mystère, pas pour vous, qui êtes des gens de science, mais pour moi qui suis un praticien de l'opéra, le mystère complet qui se promène autour du mot et de la musique. Au fond, l'opéra, c'est des mots chantés. On peut dire que ce sont des mots vides sur lesquels on a mis de la musique. C'est une erreur absolue, y compris dans des répertoires comme le bel canto. On peut dire que c'est des mots enrichis par la musique, et je crois que ce n'est pas non plus une très bonne définition. Je ne crois pas que ça soit ça, il ne s'agit pas d'un enrichissement, mais il s'agit véritablement de deux forces, et je reviens à la citation de Lacan, de deux forces qui sont tout à fait a priori distinctes et qui vont complètement s'enchevêtrer, et qui ont à voir avec la jouissance de l'amateur d'opéra. Très bien, merci beaucoup.